C'était le 30 mai et les 5, 6 et 7 juin derniers, à une semaine d'intervalle, les deux principaux partis tenaient leur congrès. L'UMP d'abord, devenu à cette occasion les Républicains, le PS ensuite réuni à Poitiers et qui a reconduit Jean-Christophe Cambadélis à sa tête. Nous allons vous raconter les coulisses de ces congrès, vous faire revivre les temps forts, les décrypter avec du recul grâce au politologue Pascal Perrineau et à notre chroniqueur politique Michael Zamès qui vont nous raconter les dessous de ces congrès. Deux congrès, deux enjeux. Pascal Perrineau, sur le papier, le congrès qui avait le plus d'enjeux était celui de l'UMP qui devenait à cette occasion les Républicains. En effet, il y avait un fort enjeu pour deux raisons. D'abord, l'UMP voulait changer d'identité. Et c'est important dans un parti quand on cherche à refonder son identité. Et d'ailleurs, il y a eu de multiples contestations autour de la confiscation des Républicains au seul profit de l'ex-UMP. Et puis, il y avait un deuxième enjeu, c'est l'UMP s'était donné un président, mais au fond, cette UMP devenue les Républicains n'avait pas véritablement redémarré. Il s'agissait d'avoir un moment fondateur pour enclencher une dynamique autour de Sarkozy, le patron des Républicains. Donc l'enjeu était un enjeu fort, puisque depuis des mois et des semaines, il n'y avait pas de véritable dynamique autour de Nicolas Sarkozy. Reste à savoir si ce congrès des Républicains a entraîné une véritable dynamique. Pour l'instant, du moins au moment où nous parlons, au mois de juillet, la dynamique est très timide, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, enjeu fort pour l'UMP, les Républicains. Sur le papier, Michael, enjeu plus faible. Au PS, fini les luttes des non-couteaux, fini les luttes fratricides grâce au changement de statut. Ah, il est loin le congrès de Reims, évidemment, parce que le Parti socialiste a décidé de changer ses statuts. Et on le comprend très bien parce que ça devenait une vraie guerre. Ce congrès, à chaque fois, il y avait une lutte et c'était la nuit des longs couteaux et on essayait de discuter dans un bout de couloir. Bref, on a changé tout ça et au Parti socialiste, on a voulu modifier la constitution du parti. On a voulu faire quelque chose, j'allais dire, d'un petit peu plus démocratique aussi, parce qu'il y avait un vote avant de la part des militants. Donc on a su très vite qui seraient les motions arrivées en tête et qui serait le premier secrétaire. Évidemment, ça relève beaucoup de charme au congrès, ce qui a quand même permis aussi, au sein même de ce congrès, de pouvoir discuter d'autres choses, un peu de fond et un peu de forme. Alors, durant ces congrès, les deux partis voulaient afficher leur unité, mais la machine s'est enrayée. Sifflet d'un côté, escapade berlinoise de l'autre. L'unité n'aura été que de façade. Et chez les Républicains, tous n'avaient que le mot rassemblement à la bouche. Mais entre les paroles et les actes, il y a eu un fossé. Et ce qui a marqué ce congrès, finalement, ce sont les sifflets. Mes chers amis, je voudrais commencer par vous faire une confidence. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Et ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Je resterai dans ma famille et mon action politique se déroulera toujours dans ma famille. Alors Pascal Perrineau, les sifflets envers Alain Juppé ont été très violents lors de ce congrès des Républicains. Lui qui d'habitude est dans le contrôle, qui ne laisse rien paraître, on l'a senti, on l'a entendu, on l'a vu touché, blessé. En effet, Alain Juppé a des raisons d'être énervé parce que ça devient un peu une habitude maintenant dans les réunions jadis de l'UMP, aujourd'hui des Républicains, que l'on siffle Alain Juppé. Comme si une partie des adhérents avait du mal à se rendre compte qu'un parti, c'est un pôle de rassemblement, ça n'est pas une clientèle au service d'un homme. Et en l'occurrence, cette fois-ci, de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, le patron des Républicains, en effet, tente de contrôler ces sifflets. Mais on voit bien qu'à l'heure où les Républicains interdisent les courants, parce qu'avant, à l'UMP, il y avait la reconnaissance de ce qu'on appelait les mouvements, l'équivalent de courant. Là, maintenant, les Républicains interdisent les courants, mais de fait, on le voit, Alain Juppé est sifflé, François Fillon est sifflé, comme si, voilà, on n'était pas venu, loin de là, au bout de ces courants qui se rassemblent autour de présidentiables. Michael, vous étiez dans cette salle pendant ce congrès des Républicains. C'était une salle qui était clairement acquise à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces sifflets étaient spontanés
ou organisé? Bon, j'allais dire un petit peu des deux, parce qu'on a l'habitude de faire venir, vous savez, dans les congrès, les militants des départements. Là, on a senti quand même que les militants franciliens étaient quand même majoritaires, surtout des Hauts-de-Seine, pour préciser les choses, que tout était un petit peu organisé, que les cars étaient afflués un petit peu de partout, et que les supporters de Nicolas Sarkozy étaient peut-être un peu plus présents que ceux de François Fillon et d'Alain Juppé. Ceci dit, on a rencontré des personnes avec qui on a discuté, des militants de base, j'allais dire entre guillemets, qui nous ont dit simplement que les décisions prises par Alain Juppé ces derniers temps, et notamment, vous savez, cette fameuse phrase sur François Bayrou, se recentrer François Bayrou, n'avait pas du tout plu aux militants de base de l'UMP et maintenant des Républicains. Et donc, du coup, on imagine des sifflets organisés, même si Nicolas Sarkozy a mis un petit peu le haut là, mais simplement de par les décisions prises par Alain Juppé et aussi les caractéristiques de François Fillon, qui était assez à droite ces derniers temps, font qu'il y avait un peu de... Ça bougeait un petit peu entre les lignes. Sifflet organisé, sifflet spontané. Difficile de faire la part des deux, mais allez, organisé. Allez, je fais un pari, organisé. Nicolas Sarkozy, hein, qui a été, lui, ovationné lorsqu'il est monté sur scène et qui a débuté son discours en endossant le costume de rassembleur. Pour moi, avoir la chance de présider une famille politique qui compte dans ses rangs un homme d'État comme Alain Juppé, c'est une richesse pour nous. Présider une famille politique où François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Michel Alliot-Marie et tous les autres ont pris la parole, c'est une chance pour la France. Le redressement, on ne le fait pas seul. Je ne suis pas un homme seul parce que vous êtes là et parce qu'ils ont accepté de prendre toute leur part à la création de cette nouvelle formation politique. Pascal Perrineau, on a entendu, Nicolas Sarkozy a joué la carte de l'unité. Il a voulu montrer qu'il n'était pas seul, qu'il était à la tête d'une famille rassemblée. Et pourtant, lors de ce congrès des Républicains, on avait plus l'impression de voir une addition d'ego qu'une famille unie. Oui, pour l'instant. Cependant, il faut faire attention. Nicolas Sarkozy est à la tête d'un parti, le grand parti de l'opposition, que sont les Républicains. Il y a les régionales dans quelques temps. Les Républicains ne peuvent pas donner le spectacle de leur division semaine après semaine jusqu'au régional. Sinon, ils risquent de le payer cher et ils risquent de ne pas correspondre à l'attente qu'il y a dans de nombreuses régions. Eh bien voilà, de voir une alternance se mettre en place dans ces régions qui, pour l'instant, sauf l'Alsace, sont contrôlées par le Parti socialiste. Et puis, certainement que le président des Républicains sent qu'il y a un danger. Ce sont les primaires. Au fond, la droite n'a jamais connu de véritables primaires ouvertes comme celles qu'elle va organiser. Et il ne faut pas, bien sûr, que ces primaires tournent au pugilat. Or, on voit ici et là des primaires qui, au sein des Républicains, pourraient tourner au pugilat. Nicolas Sarkozy anticipe et s'efforce d'appeler les adhérents à la raison. Parce que là aussi, si les primaires tournent au pugilat, la droite risque de le payer très cher. On va parler de ces primaires un petit peu plus tard dans l'émission, mais ce que vous nous dites, c'est que chez les Républicains, c'est une unité de raison plus qu'une unité de cœur, finalement. Bon, comme souvent, vous savez, les unités sont des unités de raison. Il en est de même au Parti socialiste, il en est de même d'ailleurs au Front national. Alors au Parti socialiste, justement, où là aussi, tout a été fait pour montrer une image d'un parti réuni, mais cela, c'était sans compter un ancien ministre et un Premier ministre rattrapé par sa passion. Arnaud Montebourg, tout d'abord, qui avait choisi ce dimanche de congrès pour faire son retour en publiant une tribune dans le journal du dimanche, ce qui a, écoutez-le, quelque peu agacé Manuel Valls. Rien ne me fera dévier de ce chemin, conforté qui plus est par le soutien et l'engagement de ma famille politique. Donc ceux qui commentent, ceux qui font des tribunes exagérées, qui n'ont aucun sens avec la réalité, ceux qui, au fond, n'ont plus accepté de gouverner. Parce que gouverner, c'est difficile. Moi, j'assume la responsabilité et je laisse l'irresponsabilité aux autres. Pascal Perrineau, on a entendu ces mots de Manuel Valls, très violent envers Arnaud Montebourg. Irresponsabilité. Et pourtant, Manuel Valls maintient toujours son cap.
Oui, il maintient toujours son cap et c'était important, lui, cet éternel minoritaire dans la culture socialiste. Au fond, là, il venait dans ce congrès du Parti socialiste comme Premier ministre de la réforme, du social-réformisme, certains disent du social-libéralisme, et la salle l'a applaudi. Qu'une salle socialiste, porteuse de cette culture militante, applaudisse le discours de Manuel Valls, c'était un succès pour lui. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en amont, les frondeurs avaient tout de même rassemblé environ 30% des suffrages. Et puisque j'ai assisté à ce congrès, c'était frappant de voir lorsque les frondeurs, Christian Paul, Laurent Baumel, se sont adressés à la salle, eux aussi étaient applaudis. Donc on voit bien que ce parti socialiste est un parti aujourd'hui traversé de multiples contradictions, bien au-delà, si vous voulez, de la petite affaire Montebourg. Et cette tribune, Mickaël, sur place, a relancé ces contradictions, notamment le dimanche matin, une fois que le JDD est sorti. Oui, j'allais même dire qu'elle a réveillé le Congrès. Pendant 2 jours, il a fait très très chaud à Poitiers et pendant 2 jours, c'était atone. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, il y avait des discussions, j'allais même dire des prises de parole successives sans que vraiment il y ait de débat. Il y a même eu, normalement, quand on parle d'Europe au Parti Socialiste, il y a un vrai débat, il y a même des clashs. Et bien là, tout le monde discutait les uns pour les autres, pas grand-chose. Et puis est arrivé le dimanche, cette une du journal du dimanche, et là, tout le monde s'est empressé d'aller vers les micros, commenter. Vous avez entendu Manuel Valls, il y en a bien d'autres qui sont sortis, qu'on n'avait pas entendus pendant 48 heures, qui ont crié au scandale. Et Arnaud Montebourg, là, il est revenu dans le jeu du Parti Socialiste, même s'il se prend un petit peu un pas de côté. Et ça rappelle quelque part un petit peu 2002, quand il y avait Lionel Jospin d'un côté, Jean-Pierre Chevènement de l'autre, quelqu'un qui est dans le Parti Socialiste et quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Et c'est un peu ce que joue Arnaud Montebourg. Alors, l'autre élément qui a marqué ce congrès, et non des moindres, l'escapade de Manuel Valls à Berlin pour aller soutenir le FC Barcelone, son équipe qui disputait la finale de la Ligue des Champions. Mickaël, vous l'avez interrogé samedi midi, Manuel Valls, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la question l'a quelque peu embarrassé. Vous allez au match ce soir, un pronostic ? Mais il y a des hommes et des femmes qui sont dans le Parti Socialiste, je suis chef de gouvernement. Un pronostic pour ce soir ? Barça-Juve. Chaque chose en son temps. Mickaël, Manuel Valls esquive la question. Il a hésité. Il a hésité avant de répondre. Preuve aussi qu'il n'avait pas conscience à ce moment-là de ce qui allait se produire. Et pourtant, ses amis du Parti Socialiste l'ont mis en garde en lui disant « Manuel Valls, surtout, n'allez pas là-bas, ne va pas là-bas, etc. » Les journalistes avec qui on a pu un peu discuter avec le Premier ministre, ce qu'on appelle un off, avec le journaliste sont autour du Premier ministre et puis discutent un petit peu à bâton rompu, on lui a dit « Mais c'est peut-être inconcevable, c'est peut-être une erreur que d'aller là-bas aujourd'hui. » Surtout que Manuel Valls avait promis de passer 3 jours à Poitiers et que le fait de partir à Berlin suivre la finale de la Ligue des Champions, ça le faisait sécher le fameux dîner des socialistes. Voilà, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, simplement les conséquences. À ce moment-là, pendant ce congrès, alors que certains lui disent surtout ne va pas là-bas, ce serait une erreur, il a l'air de passer outre, ne pas avoir conscience de ce que ça pourrait produire dans l'opinion publique. Pascal Perrineau, les conséquences de ce voyage sont allées au-delà de Poitiers. Est-ce que ça a été un tournant dans le bail de Manuel Valls à Matignon, cette escapade à Berlin? Écoutez, pour l'instant, en termes d'image, il ne semble pas le payer de manière trop sévère. Mais je voudrais faire là-dessus 2 remarques. On a bien vu dans ce congrès du Parti socialiste que le Parti socialiste, parti de pouvoir, avait du mal à trouver son axe. Son axe politique, son axe idéologique. Donc il a commencé à refaire beaucoup d'anti-sarkozysme, à dénoncer toutes les turpitudes de Nicolas Sarkozy. Et deuxième remarque, voilà, le voyage, à tort ou à raison, de Manuel Valls à Berlin a donné l'impression que même lorsqu'on se réclamait d'une rigueur républicaine, on pouvait participer des turpitudes de l'homme que l'on dénonce, Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un excès de confiance qui a fait commettre cette erreur à Manuel Valls? Vous savez, le pouvoir, et personne n'est à l'abri de cela, le pouvoir, au bout d'un moment, même chez les meilleurs, même chez les plus rigoureux, peut un peu monter à la tête et vous faire oublier le sens des réalités. Alors, ces congrès ont également été l'occasion pour les ténors des 2 partis de jouer leur partition, de mesurer leur cote de popularité auprès des militants. Et tout d'abord chez les Républicains, Mickaël, où les principaux candidats à la primaire sont arrivés en ordre dispersé. Oui, alors c'était très amusant à voir, je vous assure. C'était comme quelque chose de très organisé et en même temps dans la désunion. C'est-à-dire que chacun arrivait, minuté, comme un avion qui arrive sur un tarmac et qui décolle et qui repart, etc. Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Alain Juppé, François Fillon. François Fillon, très discret par rapport aux autres.
chaque candidat est arrivé et a fait le tour 10 fois des militants, avec des arrivées, avec, vous savez, tous les parlementaires derrière lui. J'ai l'impression d'arriver dans une salle de meeting. Là, il était sur le parvis, ils allaient saluer, boire une bière, manger un sandwich, et qui et quoi. Et c'était minuté. Toutes les demi-heures, on pouvait voir arriver l'un des candidats avec tout son aéropage et qui faisait une entrée dans la salle. C'était très organisé là aussi. Entrée, saluée, sifflée, applaudie, peut-être le plus applaudi de tous. Évidemment, j'accepte Nicolas Sarkozy, mais dans les candidats, autres candidats, le plus applaudi et celui qui est resté le plus longtemps auprès des militants, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a eu un vrai succès lors de ce congrès des Républicains. Bruno Le Maire, c'est vrai qu'il y a eu un vrai succès. Est-ce que Pascal Perrineau, le match pour la primaire va se jouer entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? Est-ce que ça s'est plié ou est-ce que des candidats comme Bruno Le Maire ont leur chance? Non. Rien n'est jamais plié dans une primaire qui va toucher pas les seuls adhérents, qui va toucher les électeurs qui se sentent proches de la droite et du centre. Et pour l'instant, on est dans le flou total. On ne sait pas si ce sont 1 million, 2 millions, 3 millions, ou éventuellement plus d'électeurs qui participeront. Et selon le taux de participation, l'issue de ces primaires ne sera pas la même. Si on a peu de participation, eh bien, on aura l'atmosphère du congrès des Républicains, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy sera en pole position. En revanche, plus la participation va être importante, plus il peut à la fois y avoir des surprises, mais plus aussi Alain Juppé est le mieux placé. Pour l'instant, dans toutes les enquêtes, et depuis ce congrès des Républicains, on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy ne parvient pas à refaire son handicap vis-à-vis d'Alain Juppé et que même le handicap se creuse au profit d'Alain Juppé, comme quoi, vous voyez, les logiques d'opinion, d'électorat ne sont pas les logiques d'appareil et les logiques des militants. Surtout qu'au fond, il faut le noter, dans ces congrès, aussi bien le Parti socialiste que les Républicains, la participation a été faible. Vous savez, les adhérents ont voté sur les statuts, c'est moins d'un adhérent sur 2 des Républicains qui a voté. Donc vous voyez que pour l'instant, dans les partis, c'est souvent un peu l'atonie qui l'emporte. Alors pendant qu'à Paris, à l'UMP, chez les Républicains, on assistait au bal des prétendants, à Poitiers, chez les socialistes, c'était le retour des éléphants. Et parmi les revenants, un ancien Premier ministre qui a prôné le rassemblement, non sans envoyer quelques piques à son successeur. La question, c'est celle du rassemblement pour réussir. Si on a un parti divisé qui, à l'Assemblée nationale, va dans tous les sens, on est sûr que ça ne marchera pas. Et puis, il faut aussi rassembler ceux qui ont fait la majorité de François Hollande en 2012, c'est-à-dire les écologistes, avec les radicaux de gauche et les socialistes. Ça reste un objectif. Et pour rassembler la gauche, dans une majorité gouvernementale, il faut donner des signes. Et ce congrès du Parti socialiste doit contribuer à donner des signes à la gauche, que la gauche continue de réformer. Michaël, Jean-Marc Ayrault vous a accordé une interview durant ce congrès, mais il a été discret durant ce congrès. Il n'a pas prononcé de discours à la tribune d'ailleurs. Non, comme j'allais dire presque tout ancien Premier ministre, et c'était il y a peu de temps encore, il a voulu prendre un petit peu de distance. Et Jean-Marc Ayrault, qui est un homme plutôt discret, n'a pas voulu faire de vagues. Mais voilà, vous avez vu cette petite phrase, cette petite pique envoyée aussi à Manuel Valls. Il se veut un peu le garant quand même de ce qui aurait dû être fait en 2012, c'est-à-dire d'une large majorité allant des Verts aux radicaux. Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, reste député. On lui promet un avenir. François Hollande lui aurait fait des promesses, on ne sait pas trop lesquelles, Conseil constitutionnel, perchoir à l'Assemblée nationale, allez savoir. Pour l'instant, il veut donc rester le plus discret possible. Il y a eu un portrait qui a été fait de lui par sa fille, notamment sur une chaîne de télé. Voilà, il en reste là. Simplement, quand il sort, il veut sortir à bon escient. Et là, vous voyez une petite pique contre Manuel Valls. Ça fait toujours du bien par où ça passe pour Jean-Marc Ayrault. Alors, il y en a une autre qui n'a pas fait de discours à la tribune, mais qui a fait parler d'elle. C'est Martine Aubry. L'enjeu, c'est aujourd'hui de répondre aux Français. Moi, vous savez, les petites histoires, ça n'a jamais été mon truc. Je préfère peser sur le fond. Je préfère être sur ce qui intéresse les Français. Et aujourd'hui, c'est quand même l'image que donne le Parti socialiste. Moi, j'ai entendu l'UMP à la Villette. Alors, République. Et puis, tout le monde se cogne dessus, se hue les uns les autres, s'insulte. Eh bien, nous, aujourd'hui, on est réunis. Alors, ça ne plaît pas aux journalistes. Ça vous ennuie, vous vous embêtez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regardez regardez la finale de Roland-Garros. Là, au moins, il y a du match. Ouais. Chez nous, c'est l'unité. Voilà, Martine Aubry qui n'a pas perdu son sens de l'humour à Poitiers, Pascal Perrineau. Alors Martine Aubry qui a été critique envers la politique de François Hollande, mais qui a finalement rallié la motion majoritaire. Est-ce qu'en faisant cela, elle a perdu un peu de son poids au sein du Parti socialiste? Est-ce que c'est elle la grande perdante de ce congrès?
Oui, il y a aussi pas mal de langue de bois. Chez les socialistes, c'est l'unité. Quand on était à Poitiers, d'abord, il y a 30% du parti qui n'est pas rentré dans l'unité. C'est tout de même pas mal. Et d'autre part, on voit bien qu'au sein même de la majorité qui s'est réunie derrière Jean-Christophe Cambadélis, il y a des diversités. Et la préparation des régionales le montre. Les différentes sensibilités qui sont dans la majorité s'expriment quand il s'agit de confectionner les listes, de réfléchir à la tête de liste régionale, aux têtes de liste départementales. Mais il est vrai, et on l'a vu d'ailleurs depuis quelques semaines, que Martine Aubry, dans son fief, dans le Nord, est en difficulté. Martine Aubry, dont le candidat a perdu Voilà. le poste de secrétaire départemental du Nord. Alors Martine Aubry s'est rallié, c'est un ténor de la gauche du parti qui a pris la tête de la critique, Benoît Hamon. Je considère que les militants socialistes qui ont donné 60% des suffrages à la motion A l'ont fait lucidement. Ils savaient qu'en votant pour cette motion, ils approuvaient les principes qui inspirent cette politique et la poursuite de cette politique. Alors, je veux vous dire, j'espère que vous ne vous trompez pas. J'accepte et je respecte ce vote, mais j'espère que nous nous trompons et que vous ne vous trompez pas. J'espère que cette orientation nous mènera à la victoire en 2017. On entend, Mickaël, une mise en garde très dure de Benoît Hamon envers la politique gouvernementale. Ouais, et pourtant, c'est presque difficile à entendre de la part d'un ministre qui est resté plus de 2 ans et demi au sein du gouvernement. Il l'a quitté il y a un peu moins d'1 an, ça fera 1 an au mois d'août. La critique, elle est là, mais pourquoi n'est-il pas parti avant dans ces cas-là? Et aujourd'hui, c'est le problème de Benoît Hamon, c'est d'incarner cette critique auprès de ses amis, c'est-à-dire proches des frondeurs, on va les appeler comme ça là, et d'être un peu le leader de cette formation. Et aujourd'hui, cette formation lui dit, tu ne peux pas être notre leader. Tu es resté 2 ans et demi dans ce gouvernement, tu aurais dû partir avant. C'est tout l'antagonisme de Benoît Hamon qui aujourd'hui essaye de trouver un autre couloir pour pouvoir justement essayer de vivre un petit peu cette incarnation de frondeur s'il en est. Et il va devoir, je pense, encore attendre un petit peu et faire une sorte de traversée du désert encore pendant quelques mois avant de pouvoir éventuellement reprendre cette position de leader de ce qu'on appelait à l'époque les frondeurs. En parlant des frondeurs, Pascal Perrineau, est-ce que la réussite de Manuel Valls, de Jean-Christophe Cambadélis, durant ce congrès de Poitiers, et surtout après, est finalement de les avoir étouffés, ces frondeurs? De les avoir étouffés partiellement. Une fois de plus, les frondeurs représentent à peu près un socialiste sur 3. C'est loin d'être négligeable dans l'appareil, hein, tout de même. Le problème, c'est que ces frondeurs, pour l'instant, en effet, n'ont pas de leader qui a réussi à s'imposer ou des leaders tardifs, comme Benoît Hamon, qui est un leader d'ailleurs contesté. Mais surtout, il y a derrière une profonde ambiguïté. Est-ce qu'au fond, est-ce que les électeurs de gauche déçus demandent une politique plus à gauche? Ça n'est pas du tout évident. Quand vous regardez les enquêtes, à peu près, parmi les déçus, 50% disent au fond, il faudrait en effet une politique plus à gauche, et 50% disent au contraire, il faudrait une politique plus vers le centre, encore plus réformiste, il faudrait que le valsisme puisse s'épanouir. Donc c'est très difficile de gérer ces deux éléments de la galaxie socialiste en même temps. 2 congrès qui auront été marqués par 2 discours, celui du président des Républicains Nicolas Sarkozy et celui du Premier ministre Manuel Valls. Nicolas Sarkozy, tout d'abord, qui a conclu le congrès de son parti avec un discours très axé sur la République, un thème dont il s'est servi pour critiquer les socialistes. Que serait-elle devenue, la République, si elle n'avait eu pour elle que le Parti socialiste? Poser la question, c'est déjà y répondre. Et à ceux qui nous accuseraient de vouloir confisquer la République, je veux répondre que s'ils ne l'avaient pas trahi, la République, s'ils ne l'avaient pas abandonné, la République, s'ils ne l'avaient pas abaissé, la République, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la relever, la République française. Pascal Perrineau, un discours de clôture de Nicolas Sarkozy très axé sur la République. Est-ce que ce n'était pas plus un discours d'ancien président de la République, voire de candidat à la présidentielle, qu'un discours de chef de parti? Oui, c'est un discours de candidat. On voit bien les axes qui seront les axes d'une éventuelle campagne de Nicolas Sarkozy, candidat des Républicains, si il gagne les primaires.
Cependant, il faut faire attention. Si vous voulez, la République, c'est la chose de tous en France, ou de presque tous. Et il y a toujours un certain danger pour un courant politique à vouloir confisquer la République à son seul profit. Les socialistes, les radicaux, les centristes, l'UDI, tout ça, ce sont des partis qui s'inscrivent dans la culture républicaine, même s'il y a bien sûr, et on le voit une fois de plus, trop de Français l'avaient oublié, il y a différentes cultures républicaines qui sont à l'œuvre. Il y a une culture républicaine davantage parlementaire, plurielle, qui est celle, en effet, plutôt portée par les socialistes, et puis il y a une culture davantage plébiscitaire, qui a toujours existé depuis la fin du 19e siècle, qui est davantage portée par le président des Républicains. Alors si à Paris, Nicolas Sarkozy attaquait François Hollande, à Poitiers, Manuel Valls, lui, l'a fait ovationner. Parce que c'est lui qui est en charge de l'essentiel. Soyons fiers aussi du président de la République qui incarne avec courage la voix de la France. Je suis persuadé que François est en train de vous entendre. Et ces applaudissements sont importants parce qu'il est un grand président de la République et parce que le pays doit le savoir. François Hollande a été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 11 ans. Est-ce que le faire applaudir, c'était un moyen très habile de la part de Manuel Valls d'amadouer cette base socialiste? Oui, il faut se rappeler quand même du contexte. Pendant 15 jours avant, on ne parle que de primaires pour 2017 concernant François Hollande, concernant son camp. Et qui arrive dans les sondages comme premier opposant à François Hollande? Manuel Valls. Du coup, il coupe court à toute idée de primaire. Il fait applaudir François Hollande. François Hollande redevient forcément le président légitime pour 2017. Et donc, là, il fait quelque chose de très habile. Il coupe l'herbe un petit peu sous le pied de la gauche qui pourrait accuser Manuel Valls de trafiquer un peu en vue de 2017. Et puis, il coupe court aussi à ceux qui légitimaient, espéraient que Manuel Valls puisse être le concurrent direct de François Hollande. Statu quo, on ne bouge plus, on attend 2017. François Hollande reste le candidat naturel de la gauche. Et puis, on verra ce qui se passera. On arrive au terme de cette émission, messieurs. Avant de se quitter, une dernière image de Poitiers. Cette image de Manuel Valls, seul à la tribune, à chanter la Marseillaise. Regardez. Image forte de Manuel Valls seul à la tribune, Pascal Perrineau. Et pourtant, à Poitiers, Manuel Valls voulait montrer qu'il n'était pas isolé, voulait montrer qu'il était bien socialiste. Est-ce qu'il a réussi son pari? Oui, écoutez, il a réussi à se faire admettre par un parti qui jusqu'alors le renvoyait tout le temps dans la marginalité. Faut savoir, pendant des décennies, Manuel Valls, c'était le blairiste de service au Parti socialiste et on lui accordait l'attention qu'on accordait à Tony Blair dans la culture socialiste française, c'est-à-dire pas une grande place. Mais là, voilà, il est rentré dans la peau, on l'a bien vu, complètement d'un Premier ministre sous la Ve République. Il est le premier supporter du président de la République française. Et à ce moment-là, il a joué beaucoup sur une forme de légitimité. Et c'est sur cette légitimité qu'il a rencontré l'assentiment des militants socialistes. Dernière image des Républicains, Mickaël. Image de la fin du Congrès, cette Marseillaise où tous les leaders sont réunis autour de Nicolas Sarkozy. Cette image, c'est celle d'un nouveau départ vers un parti rassemblé où le coup d'envoi d'une primaire et donc de nouvelles divisions à venir. C'est un peu des deux, mais j'ai envie de vous dire qu'on n'en est qu'au début. Des primaires, je pense que ça donne avec le quinquennat. Aujourd'hui, vous êtes forcément dans une campagne électorale permanente. Les primaires donnent encore plus ce coup d'envoi permanent et donc 2 ans avant, on est déjà rentré comme un avant-goût presque de fin de campagne électorale alors qu'on est encore 2 ans. Il faut encore attendre 2 ans. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir décrypté, de nous avoir raconté les dessous de ces congrès et merci à tous de nous avoir suivis.